Il y avait le sentiment qu'on était au bord d'une révolution sanglante, et ça jusqu'au New Deal. Beaucoup de gens, des intellectuels, qui ne savaient pas quoi faire d'autre, ont travaillé avec le Parti communiste. Les communistes, naturellement, en ont tiré profit. Ça a commencé à changer avec le New Deal, et puis ça a été fini avec le pacte germano-soviétique. Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque d'Animal Lecteur. On est le 13 janvier 2012 et aujourd'hui je poursuis la lecture de l'ouvrage de Studs Terkel, Hard Times, Histoire orale de la Grande Dépression. Mais avant de poursuivre, je veux apporter quelques éclaircissements sur la vidéo que j'ai faite hier et d'apporter quelques précisions sur la condition personnelle dans laquelle je vivais au début des années 70. Il est vrai que chez moi, je n'ai manqué de rien, même si ma mère avait un modeste emploi de téléphoniste sur la rue Saint-Hubert. Dans les années 70, cela suffisait pour assurer un niveau de vie correct sans avoir recours au crédit et qui par ailleurs était très difficile à obtenir. J'ai donc grandi dans ce quartier qu'on appelait le Faubourg Ramlas, ou Centre-Sud aujourd'hui, et même village aujourd'hui, un quartier très pauvre de Montréal. Tout autour de moi, c'était la misère, la grande misère. J'avais des amis qui n'avaient pas de bain. D'autres vivaient dans des masures sans plancher, de la terre noire battue, lustrée, qui formait comme une sorte de croûte en miroir. Des appartements insalubres où l'air était saturé d'odeurs de cuisson, de graisse, de gaz très étouffant, des appartements insalubres infestés de coquerelles, de punaises. Je me souviens même, la mère d'un de mes amis, elle était alitée en permanence, tant elle était dévorée, vidée de son sang par les punaises. Alors, quand ma grand-mère me parlait de la crise de 29, eh bien, c'était très parlant pour moi, puisque j'avais l'impression de vivre en permanence dans la crise de 29. Et quand elle me disait à quel point ça avait été terrible, c'était bien difficile pour moi d'imaginer quelque chose de pire que ce que je voyais autour de moi. Je vivais au début des années 70. En fait, j'étais en 1929. Ce qui m'amène à penser à la condition de notre peuple, le peuple québécois, que je pense qu'il est devenu un peuple de parvenus, qu'il a oublié son histoire et qu'il s'est embourgeoisé à crédit. Il est possible toutefois que ce peuple qui s'est forgé dans la précarité, advenant une crise économique majeure, qu'il retrouve ses racines qui étaient faites de solidarité, entre autres. Alors je poursuis par un témoignage de Sidney Weinberg, associé principal chez Goldman Sachs. 29 octobre 1929. Je me souviens très bien de cette journée. Je suis resté une semaine au bureau sans mettre le pied à la maison. Les nouvelles n'arrêtaient pas de tomber. J'ai oublié combien de temps ça a duré. Il devait être 10 ou 11 heures du soir quand on a eu les derniers rapports. Un coup de tonnerre. Tout le monde était sous le choc. Personne ne comprenait ce qui se passait. À Wall Street, c'était la confusion. Ils ne comprenaient pas mieux. Ils pensaient qu'on allait annoncer quelque chose. Les personnalités ont fait des déclarations. Rockefeller Jr. a déclaré sur les marches de JP Morgan, je crois, que lui et ses fils allaient acheter des actions. Le marché est aussitôt descendu à nouveau. Des entreprises se sont associées pour soutenir le marché. En vain. Le public a eu peur et a vendu. Ça a été une période très dure pour moi. Notre firme d'investissement était montée jusqu'à 2 ou 3 cents avant de retomber presque à zéro, comme toutes les autres. La cause de tout ça, c'était l'excès de spéculation, le mépris de toutes les règles économiques. Il y avait des gens qui vendaient continuellement à la baisse. On pouvait vendre n'importe quoi
et faire baisser le marché sans raison. Plus vous le faisiez baisser, plus vous créiez de la panique. Aujourd'hui, on est protégé contre ça. Les taux d'intérêt sont montés en flèche, jusqu'à 20%, je crois. Personne n'a eu assez de sagesse pour voir le truc venir. Beaucoup de gens ont dit après, « Je l'ai vu venir, j'ai vendu toutes mes actions. » Il y a comme un problème de crédibilité ici. Il y a toujours des gens conservateurs qui ont sans doute vendu, mais je n'en connais aucun. Je ne connais personne non plus qui est sauté par la fenêtre, mais j'en connais beaucoup qui ont menacé de sauter. Ils ont fini dans des cliniques, des asiles, des endroits comme ça. C'étaient des gens qui travaillaient dans les banques ou à la bourse. Ils ont été brisés autant physiquement que financièrement. Roosevelt a sauvé le système. C'est un lieu commun de dire que le système se serait écroulé, mais il est sûr que nombre d'institutions auraient changé. On était au bord de quelque chose. On aurait pu avoir une rébellion ou une guerre civile. Wall Street était contre Roosevelt. Il n'y a que moi et Joe Kennedy, parmi ceux que je connaissais, qui étions pour Roosevelt en 1932. Il était trésorier adjoint du Democratic National Committee. Je ne l'ai plus soutenu après son deuxième mandat. On a eu de grandes discussions. Je pensais que personne ne devait faire plus de 2 mandats. Et puis, j'étais un peu fatigué de toute cette histoire du New Deal. Quand on m'a demandé de travailler au War Production Board en 1940, il a mis du temps à signer ma lettre d'embauche. Plus tard, on s'est rapprochés et nous sommes redevenus amis. La confiance a mis fin à la dépression en 1934. On a eu une récession en 1937. Les gens s'étaient un peu trop exaltés en période de croissance et il a fallu rééquilibrer les choses par le bas. En 1939, la guerre a été un formidable stimulus. Une dépression ne pourrait pas se reproduire, du moins pas de celle de l'ampleur de 1929, à moins que l'inflation n'échappe à tout contrôle et que les valeurs n'aillent au-delà de leur valeur véritable. Une réaction brutale de la bourse pourrait, c'est vrai, provoquer une dépression. Mais il y aurait tout de suite une réaction du gouvernement, un moratoire. Mais dans les moments de panique, les gens vendent, quel que soit le prix. Aujourd'hui, il y a 20 millions de personnes qui possèdent des actions. À cette époque, il y en avait probablement 1,5 million. La chute pourrait être bien plus brutale aujourd'hui qu'en 1929. La plupart des gens mettent leur argent dans des valeurs. Ils ne l'ont pas en liquide. Si une panique se crée, les valeurs chutent, indépendamment de ce qu'elles valent. Une entreprise qui vaut 30 000 $, dès l'instant où la panique s'installe, elle ne vaut plus rien. Tout le monde se réjouit parce que les actions achetées 50 se vendent aujourd'hui 80. Tout le monde est content. Mais tout ça, c'est seulement sur le papier. Martin de Vries. Les gens spéculaient. À qui devaient-ils s'en prendre, sinon à eux-mêmes? C'est leur faute. Vous voyez ce que je veux dire? Si on joue et qu'on fait une erreur, pourquoi en vouloir à quelqu'un d'autre? C'est votre faute, vous comprenez? C'est comme tous ces gens qui faisaient la queue aux soupes populaires. Bien sûr, j'étais désolé pour eux. Mais beaucoup n'avaient pas fait ce qu'il fallait pour que ça marchait pour eux. Ils n'avaient rien mis de côté. Beaucoup n'auraient pas été dans cette situation s'ils avaient vécu raisonnablement. En 1929, les gens portaient des chemises de soie à 20 $ et jetaient l'argent par les fenêtres. S'ils avaient acheté des chemises Arrow à 2 $ et mis les 18 autres à la banque, quand ça a commencé à mal aller, ils ne se seraient pas retrouvés dans la même situation. En 1929, j'avais un ami qui spéculait. Il disait « Qu'est-ce qui vaut le coup ?» Je lui répondais « Nous vendons des obligations d'hypothèque de première qualité sur Commonwealth Edison. » « Bah, il disait, à 5%. Je gagne 10% sur le marché des actions. Il achetait à la marge. Il croyait être riche. Vous savez ce qu'il est devenu? Il s'est tué. Le gouvernement n'a rien à voir avec ça. Ce sont les gens. La plupart des gens aujourd'hui vivent au-dessus de leurs moyens. Ils s'en foutent complètement. Le gouvernement les prend en charge. Les gens aujourd'hui ne veulent plus travailler. On avait une femme de couleur, très bien, qui a travaillé pour nous pendant 15 ans. Elle avait un petit-fils. On lui a proposé 2 $ de l'heure pour enlever le papier peint de notre chambre.
Ce n'était pas vraiment compliqué. Une seule couche. On fournissait le seau, l'éponge et l'échelle. Vous croyez qu'elle l'a fait? Non. Nous n'avons trouvé personne. Alors je l'ai fait moi-même. Pas le choix. Vous pensez que le New Deal est responsable? Certainement. Cet énorme programme d'aide qu'ils ont lancé. Pourquoi vous croyez qu'il y a tant de gars de couleur qui vont à New York ou à Chicago? Alors si je dis Roosevelt, mon sang se met à bouillir. Le New Deal s'en est tout de suite pris à Wall Street. Ils croyaient que Wall Street était la cause de tous les maux. Ils ont créé la CEC. C'était très bien. Je sais qu'il y avait des salauds, mais ces gars de Roosevelt qui ont créé la CEC, c'était une bande de jeunes théoriciens de Harvard. À part le vieux Joe Kennedy. Lui, c'était un gentleman cambrioleur. Ces New Dealers pensaient qu'ils avaient une mission à accomplir. Roosevelt s'est mis à attaquer les gens. Ce n'était pas injustifié, mais ça a été fait en dépit de la justice. Tous les gars de Wall Street ne sont pas des escrocs. Mes amis et moi, on en parlait souvent, en particulier après ces grotesques causeries au coin du feu. Nous payions des impôts et nous ne demandions rien. Tous les autres demandaient de l'aide, de l'argent pour se tirer d'affaire. Un peu, ça va, mais quand on vous dépouille pour faire à peu près rien, c'est injuste. Ils voulaient bien faire, ils avaient des projets, je veux bien leur reconnaître ça, mais ils ne voulaient pas écouter les gens de bon sens. Hoover s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. La dépression est arrivée, et c'est lui qui était là. Si Jésus-Christ avait été là, il aurait eu les mêmes problèmes. Dommage pour le bon vieil Herbie que c'était lui. C'était une crise mondiale. Ce n'était pas la faute de Hoover. En 1932, un Chinois ou un singe aurait gagné contre lui. Ça, c'est sûr.